En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie numérique, immigration, écologie. Pendant 1 heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Et ce dimanche, nous avons le plaisir de recevoir l'écrivain, homme politique et fondateur du Puy du Fou, Philippe de Villiers. Nous parlerons de son nouveau livre, Mémoricide, paru il y a quelques semaines aux éditions Fayard et qui est déjà un triomphe en librairie, mais aussi de l'actualité politique marquée par la motion de censure contre le gouvernement de Michel Barnier et la nomination de François Bayrou à Matignon. Le nouveau Premier ministre est-il la dernière chance d'Emmanuel Macron ou va-t-il précipiter sa chute? Derrière la crise de régime, y a-t-il une crise de civilisation plus profonde, à l'image de la renaissance de Notre-Dame? Une renaissance française est-elle possible? Tout de suite, les réponses de Philippe de Villiers en toute vérité. Philippe de Villiers, bonjour. Bonjour Alexandre. Ravi de vous recevoir ce matin sur Sud Radio. Nous allons évoquer avec vous votre nouveau livre, Mémoricide, qui est un triomphe en librairie. Mais tout de suite, j'aimerais qu'on parle un peu d'actualité. On va parler de l'actualité politique avec François Bayrou, votre ancien allié. C'était dans un autre monde il y a très longtemps. Mais je voulais commencer par la visite du pape François en Corse, le pape François auquel vous consacrez un chapitre dans votre livre Mémoricide. Le pape François qui vient de déclarer qu'il était favorable à une laïcité qui ne soit pas statique et figée et qui a appelé à ne pas opposer culture chrétienne et laïque. Qu'est-ce que ça vous inspire, Philippe de Villiers? D'abord, je suis très content pour les Corses parce que nous, les Vendéens, nous aimons la Corse et nous aimons le Corse. Le Corse qui a rendu à la Vendée la liberté de conscience le 8 août 1808, lorsqu'il est venu aux 4 chemins de Loire pour une visite réparatrice. Et depuis ce moment-là, après avoir entendu l'empereur déclarer que c'était une terre de géants, la Vendée, nous essayons de rendre aux Corses ce qu'ils nous ont donné. Ils nous ont rendu notre honneur. Et à chaque fois que je vais en Corse, je retrouve une société qui n'est plus la société française, qui est une société de voisinage, une société d'entraide. Dans la tradition de la France, non pas de métropolia, mais de périphéria. Une société qui n'a pas encore été touchée par le mémoricide que vous décrivez dans votre livre. Exactement, et d'ailleurs, c'est pas un hasard s'il y a un colloque sur la religiosité populaire, parce que le cardinal Bustillo lui-même explique qu'il y a encore là-bas des processions et tout un cérémonial qui a disparu en métropole et dans l'ensemble de l'Occident depuis les années 60, depuis le Concile Vatican II. Puisque, en fait, depuis le Concile Vatican II, l'Église n'est plus tournée ad orientem, vers le Golgotha, mais on est passé d'une Église théocentrée à une Église égocentrée avec le prêtre habillé en dentiste qui boit le vin dans un verre à moutarde sur une table à repasser, et on explique que Dieu, il faut le tutoyer, il faut plus s'agenouiller, et que il fait église, il est au milieu de nous. Donc on est passé de la transcendance à l'immanence. Bon. Et moi, j'ai vécu cette grande bascule liturgique, et donc je suis sensible au fait que le pape revienne pour dire religiosité populaire. Malheureusement, il le dit au moment où il souhaite qu'on en finisse avec la messe traditionnelle, qui a fabriqué des saints pendant 10 siècles. Et alors là, il nous parle de laïcité. En fait, peut-être il ignore que la laïcité, elle a été créée par le fondateur de l'Église catholique, c'est Jésus-Christ, puisque c'est lui qui a dit qu'il fallait distinguer le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Et c'est là toute la différence avec certaines autres religions, comme par exemple l'islam. Et donc, séparer le temporel du spirituel, c'est aussi faire en sorte que le spirituel et le temporel s'irradient mutuellement. Et la société française, la société occidentale, la civilisation,
occidentale est fondée sur une laïcité amoureuse. C'est-à-dire, on sépare le temporel du spirituel, mais le spirituel irrigue de manière profonde, irradie de manière profonde le temporel. C'est-à-dire, la procession va dans la rue. La procession spirituelle va dans la rue temporelle. Le pape François, est-ce qu'il aurait dû venir à l'inauguration de Notre-Dame ou pas? Ça vous a choqué qu'il préfère aller en Corse, qu'il dise régulièrement qu'il ne veut pas aller en France? Il va à Marseille, il va en Corse, mais il dit lui-même qu'il ne souhaite pas de faire de visite officielle en France. Alors, moi je ne connais pas les raisons qui l'ont conduit à refuser de venir à Notre-Dame de Paris. Il a été, comme vous avez pu le voir, remplacé par un archidiacre, le cardinal Macron, qui prépare son vitrail de commémoration et qui a déclaré cette phrase définitive qui change tout, qui en finit avec la table rase de la Révolution française. Nous sommes tous les héritiers d'un passé qui est plus grand que nous. Ça, dans la bouche de Macron, c'est quand même pas mal. Et ça valait la peine que le pape vienne pas pour entendre cette phrase. Il a même parlé d'un choc de l'espérance, il a parlé de la transcendance. Le nouveau Macron est arrivé, le Macron enfant de cœur. On est loin de McFly et Carlito sur les pelouses de l'Élysée. Donc, rien que pour ça, ça valait la peine que le pape se mette sur le bas-côté. Alors maintenant... par rapport à votre question, je vais répondre au fond. Quand il est venu à Strasbourg, je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait déclaré « Je viens à Strasbourg, mais je ne viens pas en France ». Tout à fait, ouais. Il a fait la même chose quand il est venu à Marseille. Et quand il est venu à Marseille, il a dit « Je salue la ville multiculturelle, etc., mais je ne viens pas en France ». Alors là, je ne sais pas si en Corse, il va dire... Il a répété qu'il allait en Corse, mais qu'il ne venait pas en France. Voilà. Et la question... que pose cette restriction, elle est la suivante. Pourquoi il n'aime pas la France? On dit même qu'il n'aime pas l'Europe. L'Europe, c'est... Enfin, regardez la situation. L'Église, elle a commencé, elle a fait ses premiers pas du côté de Damas, du côté de l'Orient. L'Église, c'était les chrétiens d'Orient. Les chrétiens d'Orient, il n'y en a presque plus. L'Église d'Orient est en train de mourir. Et je salue au passage les chrétiens de Syrie qui sont très inquiets sur la suite. Donc l'Église d'Orient, elle est en train de mourir, et l'Église d'Occident, elle est en très mauvais état. L'Église d'Occident, c'est l'Europe. Au centre de l'Europe, il y a Rome. Et donc le pape de Rome, qui se veut le pape de Lampedusa, est en train de nous expliquer que... l'Europe est condamnée. Il le dit tout autour de lui, il le laisse dire, et d'ailleurs il le dit lui-même. Et en choisissant de dire à chaque fois, non, attention, je viens pas en France, il laisse entendre que la France n'est plus la fille aînée de l'Église. Or, si la France n'est plus la fille aînée de l'Église, la chrétienté dans son ensemble est amputée. Et cette amputation, c'est une amputation de tout l'Occident, le continent de la vie interrogée, le moine Alcuin au XIIe siècle qui parle de la personne qui était une sorte un précurseur de ce qu'on a appelé plus tard les droits de l'homme. Toute la civilisation occidentale doit beaucoup à la France. Et venir payer son tribut à la France, comme l'avait fait Jean-Paul II lorsqu'il avait dit « France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême ?» Ça ne diminuerait pas l'autorité et le charisme du pape que de le dire. J'espère qu'en Corse, aujourd'hui, il va dire un mot sur la France. On verra ça, Philippe de Villiers, mais on va se pencher maintenant sur le cardinal Macron, comme vous l'avez appelé, et sur l'actualité politique, donc marquée par cette motion de censure et cette nomination de François Bayrou à Matignon. François Bayrou, que vous connaissez bien depuis longtemps, Philippe de Villiers. Qu'est-ce que ça vous inspire, sa nomination? Il a commencé avec Bayrou, il va finir avec Bayrou. C'était écrit. Parce que, en fait,
Bayrou, il l'a fait roi, et il pensait, planqué au commissariat au plan, sous un escalier, qu'un jour, il déferait le roi qu'il a fait. Et là, il y a eu une scène extraordinaire que vous, le journaliste, vous avez dû certainement entrevoir, mais que je peux vous raconter. Allez-y. Parce qu'on me l'a raconté. La scène où Bayrou s'auto-nomme Premier ministre. Est-ce que vous connaissez le système des joueurs de foot italiens? Oui, le catenaccio. Ben, non, les joueurs de foot italiens, ils ont un principe, ils se roulent au pied de l'arbitre pour obtenir un coup franc. Ouais. Bon. Et à chaque fois, ça marche. Et donc, moi, ancien footballeur, je me souviens quand j'étais petit, du temps de Facchetti, mon père disait, ne fais pas le genre de foot italien. Il faut être honnête. Voilà. Donc, Bayrou, il a fait le genre de foot italien. C'est-à-dire que il était convoqué à 5h du matin, il apprend qu'il est convoqué, il arrive à 8h30, et donc, pour être confirmé comme Premier ministre. Et là, on lui dit, Macron lui dit, non, ça sera le Cornu. Et là, il fait un roulé-boulet. Il paraît que les murs de l'Élysée s'en souviennent. Et il fait un roulé-boulet en disant, d'accord, ok, dans ce cas-là, je sors de la majorité. Vous ferez votre majorité avec Lyotte, un groupe charnière. Mais moi, je m'en vais. Tu me devais bien ça. Et donc, si c'est le Cornu, je m'en vais. Donc Macron, qui en fait est très faible. Oui, c'est ce que j'allais dire, ça révèle la faiblesse du président de la République. Puisque... Et plus rien. Et donc il cède, et il dit à Bayrou, voilà, tu prends les choses en main. Donc Bayrou est en autonomie stratégique. Le bateau n'a plus de mât, le bateau n'a plus de quilles. Et pour répondre à votre question, quand un bateau du Vendée Globe n'a plus de quilles et n'a plus de mât, croyez mon expérience, hélas, il faut envoyer les secours australiens très vite avec un avion et pour récupérer le bateau, parce que sinon le bateau se met à la cuillère et il coule. Voilà. Bon, on va voir si le président de la République va couler. Je ne sais pas si c'est le bateau France qui coule ou si... Il va pas. On en parle après une courte pause. Philippe de Villiers, gardez de la réserve. Merci beaucoup. On se retrouve sur Sud Radio, toujours avec Philippe de Villiers, toujours en toute vérité, après une courte pause. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour en toute vérité avec Philippe de Villiers, homme politique, fondateur du Puy du Fou, écrivain. Son dernier livre, Mémoricide, est paru il y a quelques semaines. C'est un triomphe en librairie. Nous en parlons ce matin, mais nous parlons aussi de l'actualité politique avec cette nomination de François Bayrou. Vous nous expliquiez avant la pause, Philippe de Villiers, que François Bayrou, c'était le début de la fin pour le président de la République. Vous aviez une métaphore d'ailleurs, vous compariez ça au Vendée Globe avec un bateau qui coulait. Est-ce que c'est le bateau France qui coule? Est-ce que c'est Macron qui va être acculé à la démission? Le bateau France coule, oui. Vous savez, dans un bateau... on voyait ça dans les bateaux du XVIIIe siècle, on appelait ça les œuvres mortes et les œuvres vives. Les œuvres mortes, c'est au-dessus de la ligne de flottaison, et les œuvres vives, c'est ce qui est dessous. Et quand vous avez des trous dans la coque, il faut le voir à temps, dans les œuvres vives. Or, aujourd'hui, les œuvres mortes sont en mauvais état. Celles qui sont au-dessus de la ligne de flottaison, et les œuvres vives sont atteintes. Et les gens qui font des trous dans la coque, c'est normalement ceux qui sont ce qu'on appelle les calfateurs, ceux qui sont chargés de boucher les trous. Et à chaque fois qu'on appelle les calfateurs, les nouveaux calfateurs font des nouveaux trous dans la coque. Voilà. Donc, en fait, ce qui me frappe dans toute cette crise politique qui n'en finit pas, c'est d'une part qu'on cache la vérité, à savoir qu'il n'y a pas d'arithmétique, il n'y a pas de majorité arithmétique, donc ça ne peut pas tenir. Mais surtout, on cache les problèmes de la France. Là, il y a 3 urgences. La première urgence, c'est rétablir la frontière, résoudre le problème de l'immigration, c'est-à-dire arrêter le changement de peuplement.
parce que sinon la France va disparaître, et elle est en train de disparaître. Elle est en train d'être submergée par une immigration invasive. La deuxième urgence, c'est l'école. C'est-à-dire que pour la première fois dans notre histoire, le droit à la continuité historique n'est plus assuré. Le droit d'aller chercher dans les siècles passés les mélodies manquantes. C'est pourquoi j'ai écrit ce livre sur le mémoricide. Le mémoricide pour un peuple, c'est quand il y a une ablation de la mémoire commune, qu'on vit avec une mémoire pénitentielle et où on apprend aux enfants à pratiquer l'amnésie des grandeurs et l'hypermnésie des lâchetés. Et puis la troisième question, c'est la question des prélèvements. Un pays où les prélèvements sont à 48%, les prélèvements obligatoires, Giscard m'avait dit un jour en 1980, quand j'étais jeune sous-préfet de Vendôme, à partir de 40%, le pays devient collectiviste et les entrepreneurs s'en vont. Et là, on est en train de perdre nos entrepreneurs, on est en train de perdre nos créateurs, et il n'y aura pas de créateurs de valeur s'il n'y a pas des créateurs de valeur ajoutée. Voilà, c'est les trois grandes questions. Et de quoi parlent les politiciens entre eux? Et de quoi parlent les journalistes qui les entourent? Ils parlent des combinaisons à venir. En fait, Bayrou, je vais vous dire la définition de Bayrou pour moi. C'est un homme de la 4e égaré dans la 5e. Et donc, on a pris le meilleur parlementariste, parler, il sait parler, c'est un homme de compromis. Il va tenter des combinaisons. Justement, comme on est un peu dans un retour à la 4e République, est-ce que c'est pas la dernière chance d'Emmanuel Macron, malgré tout, la bonne personne au bon moment, François Bayrou? Alors, la 4e République, elle est morte parce qu'elle n'a pas su résoudre le problème de la décolonisation. Et la 5e République est en train de mourir parce qu'elle ne sait pas résoudre le problème de la souveraineté perdue. Donc, il faut aller, pour réussir, il faut aller à la source des problèmes. Regardez ce qui nous arrive depuis quelques semaines. On a eu Sanofi. C'est la fin de la souveraineté sanitaire. C'est un symbole, Sanofi. C'est-à-dire qu'on a perdu la souveraineté sanitaire. On l'a vu au moment du Covid. Là, récemment, avec le Mercosur, on est en train de perdre notre souveraineté alimentaire. C'est-à-dire que nos élites mondialisées ont confié au marché mondial le soin de nous alimenter. Et on a perdu notre souveraineté juridique. On voit bien qu'aujourd'hui, par exemple, on peut rien faire en matière d'immigration parce qu'on contrôle plus nos frontières. Régis Debray disait, un pays qui n'a plus de compteurs et plus de contours, il disparaît. Voilà. Et donc, il faudrait qu'aujourd'hui, il y ait des hommes politiques qui aient le souci de la France, le souci de la survie de la France, le pronostic vital de la France, Alexandre, est engagé. On va en parler parce que c'est un thème de votre livre, la crise de civilisation finalement qui surplombe la crise politique. Mais là, malheureusement, dans les 2 ans qui viennent, ceux qui exercent le pouvoir auront encore moins de pouvoir que d'habitude. Est-ce que le but de Bayrou, est-ce que c'est vraiment de sauver la France ou de donner un sursis à ce système politique? Est-ce que pour cela, finalement, il n'est pas le mieux placé? Alors, vous avez très bien dit les choses. Il va essayer de pérenniser un système politique qui est complètement pourri, qui est complètement décadent, qui nous rappelle la 4e République. Remarquez, Barnier, il a duré 2 mois, c'est ça? Oui, quelque chose comme ça. Ouais. C'est plus que les gouvernements de la 4e République, donc il y a un progrès. Ouais. Mais là, lui, il va être sous la menace de la motion de censure, ou alors, pire, on va dévitaliser la 5e République, puisque Macron a proposé qu'on n'utilise plus la dissolution, le 49.3 et la motion de censure. Et donc à ce moment-là, on se retrouve vraiment dans une 4e République, c'est-à-dire le jeu des partis. Et il manque une chose qui va arriver, parce que Bayrou, c'est l'homme de la proportionnelle. Et la proportionnelle, Alexandre, vous savez ce que ça veut dire, la proportionnelle? Ça veut dire que on s'en remet aux partis au singulier pour choisir les candidats et aux partis au pluriel pour donner le pouvoir au groupe charnière. C'est à la dictature et groupe charnière. C'est-à-dire qu'en fait, on dit au peuple, ce sera plus vous qui choisirez vos députés, ce sera les partis
parce que c'est ça la proportionnelle. Marine Le Pen la réclame aussi, la proportionnelle, c'est une erreur politique, une erreur stratégique, compris pour sa volonté d'accéder au pouvoir. C'est une erreur politique, c'est une erreur vis-à-vis du peuple français. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a... moi, quand j'étais député, il y avait... L'Assemblée nationale, c'était l'annexe de l'Académie française. Il y avait la moitié de l'Académie française. Bon. Aujourd'hui, c'est l'annexe de la fabrique des crétins numériques. Bon. Donc tout le monde reconnaît le niveau. Bon, remarquez, les journalistes, c'est pas... c'est pas beaucoup mieux, merci. Merci. Oui, non, mais vous savez, à mon exception, bien sûr. Vous êtes le premier à le dire en antenne, donc, bon, et à vous en plaindre. Bon, et donc le niveau a baissé. Et pourquoi le niveau a baissé ? Parce que dans le temps, il y avait le député maire. C'est-à-dire que le député maire de Marseille ou de Bordeaux ou d'une petite commune de Vendée, il rapportait les problèmes nationaux à sa connaissance locale, à son expérience locale. Et on avait des gens expérimentés. Bon, aujourd'hui, on est dans le hors-sol, vous voyez ? Comme pour l'agriculture, on est dans le hors-sol. On a des poulets de batterie au lieu d'avoir des poulets de plein air. Bon. Et la proportionnelle va accentuer ça. C'est-à-dire qu'on aura une chambre des députés qui sera complètement déconnectée du réel. Et donc, qui sera dans la société de connivence, une chambre d'écho de la société de connivence. Bayrou, c'est vrai que c'est la proportionnelle, c'est une de ses propositions, mais pour lui trouver des qualités, me faire l'avocat du système politique que vous critiquez, est-ce que malgré tout, vous parliez d'un monde politique hors sol, il n'a pas au moins cette qualité d'être un peu plus enraciné? C'est le Pyrénéen, c'est un agrégé de lettres aussi. Vous parliez de la baisse de niveau. On n'a pas affaire à un technocrate. Est-ce que de ce point de vue-là, c'est pas une bonne nouvelle tout de même? Ça, vous avez tout à fait raison de me corriger sur ce point-là. Si vous voulez, le portrait de Bayrou, il y a le Bayrou des champs et le Bayrou des villes. Le Bayrou des champs, c'est un écrivain qui est un écrivain de plein air, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de collaborateurs pour écrire. Il écrit lui-même ses livres, ce qui est rare, inouï. Ce qui est inouï. Bon. En dehors de moi. Bon. Et ensuite, c'est un rural. Il vit sur un tracteur. Il a des chevaux. Il aime les chevaux. Il connaît les chevaux. C'est un rural, un marcheur. Barnier, c'était les Alpes. Lui, c'est les Pyrénées. Bon. C'est un marcheur et un grimpeur. Bon, ça peut lui être utile. Ensuite, c'est un provincial. Il parle le béarnais couramment, comme moi j'ai parlé patois jusqu'à l'âge de 13 ans. Et ça change des choses quand on parle béarnais. On regarde Paris d'une autre manière. Bon, alors maintenant, le Bayrou des villes. Ben, c'est... Rapidement, avant la pause, oui, le Bayrou. Où on fera le Bayrou des villes, je vous propose, après une courte pause. C'est dommage. Mais oui, mais on entretient le suspense, et vous nous direz la deuxième phase de François Bayrou après une courte pause sur Sud Radio. À tout de suite, Philippe de Villiers, en toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Philippe de Villiers qui vient ce matin nous parler de son dernier livre Mémoricier, d'un immense succès en librairie. C'est sorti depuis quelques semaines, c'est aux éditions Fayard. Avant la pause, on parlait aussi de l'actualité politique et de la personnalité de François Bayrou. Philippe de Villiers nous avait décrit un Bayrou des champs, mais il nous disait aussi que François Bayrou était double et qu'il y avait un Bayrou des villes, et je l'ai interrompu pour laisser place à la pause. Philippe de Villiers, comment est ce Bayrou des villes? Il est très différent du Bayrou des champs que vous sembliez apprécier. Bah, il est commissaire au plan. C'est tout un programme. Commissaire au plan, il est installé dans le siège de Jean Monnet, puisque Jean Monnet a fini commissaire au plan. C'est tout un symbole, parce qu'il est le disciple de Jean Monnet. Jean Monnet, c'est non pas l'inspirateur, mais l'envoyé spécial de Roosevelt pour fabriquer l'Europe supranationale, c'est-à-dire une Europe des États sans
puissance propre avec un fédérateur extérieur, les États-Unis. François Bayrou est un atlantiste, c'est un démocrate chrétien, héritier du sillon de Marc Sangnier, et c'est un centriste européiste. Voilà. Centriste européiste, c'est tout dire. François Bayrou et moi, nous connaissons très bien, nous avons des rapports amicaux, mais dès qu'on parle politique, on n'est plus d'accord. Pourquoi ? Parce que lui pense que la France a fait son temps, et moi non. Et ça change tout. Parce que quand on fait de la politique et qu'on pense que la France a fait son temps et qu'il faut la fondre dans une Europe supranationale, on ne voit plus. On n'a plus le même horizon, on ne voit plus l'avenir de la France de la même manière. Dire que la France doit se fondre dans un ensemble plus vaste avec un levier d'Archimède qu'on cherche encore, c'est pas la même chose que dire non, la France aujourd'hui, la logique de puissance c'est plus la même qu'il y a 30 ans ou il y a 50 ans. Aujourd'hui, c'est la miniaturisation, comme pour les microprocesseurs. Vous pouvez avoir un pays petit mais puissant et comme l'atome, la combinaison contradictoire de l'infiniment petit et de l'infiniment puissant. Moi, je crois que la France, elle existe. La preuve, regardez Trump, qu'est-ce qu'il fait ? Il vient à Notre-Dame de Paris. La France, elle existe dans le regard des autres. Et c'est en s'aidant de ce regard des autres qu'il faut cultiver l'idée de France. Maastricht nous a séparés. Le référendum de 2005 nous a séparés avec François Bayrou. Lui, il pense que plus l'Europe échoue, plus il faut de l'Europe. C'est exactement comme les communistes en Union soviétique. Le syllogisme, vous le connaissez, le socialisme ne marche pas. C'est donc qu'il n'y a pas assez de socialisme, il faut donc plus de socialisme. Voilà. Et donc là, l'Europe ne marche pas, on voit avec le Mercosur ce qui se passe, donc il faut plus d'Europe et moins de France. Voilà. Et donc, l'homme qui est à la tête du gouvernement pense que les solutions ne passent plus par la France mais par l'Europe. Bon, on voit ce qu'il en est. Une dernière question politique avant de parler de votre livre, même si c'est tout est lié. Hein, vous nous parliez de l'effacement de la France, c'est un peu le thème de Mémoricide. Mais pour ce qui est de la politique, on voit aussi l'effacement ou la fusion, si vous voulez, du clivage droite-gauche. Vous l'aviez un peu annoncé, vous êtes souverainiste, vous avez défendu la France du non, mais ce à quoi on assiste finalement, en particulier si François Bayrou réussit sa combinaison, c'est un gouvernement qui rassemblera en quelque sorte tous les perdants du système, qu'ils viennent de la gauche ou de la droite. Est-ce que c'est pas un péril pour la démocratie ou alors une chance pour les partis dits populistes, que ce soit Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon? Alors, on peut, si vous voulez, faire une petite analyse rétrospective de ce qui s'est passé. Allons-y. Il y a eu une première étape que j'ai très bien connue, c'est Maastricht. Avec la fameuse phrase de Philippe Séguin, l'EDF et le RPR, comme le PS, sont désormais de petits boutiquiers qui se fournissent chez le même grossiste. L'Europe. Donc, à partir de 1992, le clivage national disparaît, puisque la gauche et la droite, comme on dit la gauche du gouvernement et la droite du gouvernement, regardent le même horizon, la Commission de Bruxelles. C'est-à-dire qu'ils remettent le pouvoir à une oligarchie. Eux, les gens élus, remettent le pouvoir à une oligarchie, comme on disait en Grèce. Bon. Première opération, le transfert du pouvoir. Ils sont d'accord là-dessus. Alors après, il restait deux sujets de divergence fondamentale. Le premier sujet, c'était le sociétal. Pour le sociétal, Barnier a fini le travail, puisqu'il a proposé de reprendre la loi sur l'euthanasie. Et Macron a fait le travail avant lui, puisque Macron a trituré la société avec le sociétal, c'est-à-dire il est à la fois faustien et prométhéen, donc l'avortement constitutionnel,
la PMA, bientôt la GPA reconnue par la Cour de cassation, etc. C'est-à-dire que sur le sociétal, et Madame Vautrin s'est excusée d'avoir participé à la manif pour tous. Sur le sociétal, ils sont tous d'accord, il faut faire du sociétal, faute de faire du social. Et le sociétal, ça consiste à toucher aux lois fondamentales de l'ordre d'une société désaffiliée, une société déliée, la société de la déliaison. Alors il restait l'économie. De Gaulle, quand il est arrivé, il a dit plan Langevin-Vallon, l'éducation, la culture, ça c'est la gauche, nous ça sera l'économie. Les créateurs de valeur ajoutée, on laisse les créateurs de valeur à gauche, les créateurs de valeur ajoutée à droite. Bon, l'entreprise, les prélèvements, pas d'impôt. La droite, c'est pas d'impôt. La gauche, c'est l'impôt. Voilà. Donc, ça, il restait ça. Et là, Barnier 40 milliards d'impôts nous a fait faire le pas en avant, au-dessus du vide. Avec Michel Barnier, la droite est devenue la droite de l'impôt. Bon, moi, je me souviens, quand j'étais jeune, mon père me disait, un socialiste, c'est quelqu'un qui se réveille la nuit, et non, quand il se réveille le matin, il est de bonne humeur quand il a inventé un impôt dans ses rêves. Voilà. Et là, aujourd'hui, avec Barnier, on a la droite de l'impôt. Qu'est-ce qui reste? L'économie? La culture? Non, tout ça s'est passé. Le sociétal? Non. Le national? Bon. Donc la droite, c'est la droite et la gauche. La gauche, alors, la droite, elle est déchue, puisqu'elle n'a plus rien à dire. Et la gauche, elle s'est parjurée, puisqu'elle a abandonné la classe ouvrière, c'est ça mieux que moi. Elle a abandonné la classe ouvrière avec Terra Nova, elle a abandonné la classe ouvrière en 1983. Et celui qui est sans vergogne aujourd'hui, c'est celui qui va chercher dans les banlieues les nouvelles populations. C'est Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, pour remplacer la classe ouvrière qui, elle, est partie au Rassemblement National. Enfin, ce qu'il en reste. Ce qui reste de la classe ouvrière est parti. Est-ce qu'il reste malgré tout pas quelques clivages? Par exemple, au sein du gouvernement, on a vu que Bruno Retailleau, sur les questions d'ordre, d'autorité, de sécurité, d'immigration, semblait rester de droite. Bruno Retailleau, en fait, il a eu une bonne formation. Et ça a été votre bras droit pendant très longtemps. Oui, absolument. Et on a travaillé ensemble. C'est un garçon qui a des convictions, qui a une colonne vertébrale. Et donc là, il se démène pour essayer de faire admettre quelques petites choses quand même. Voilà. Alors il touche pas à Schengen, il peut pas faire une loi, il peut pas. Voilà. Mais sur le narcotrafic, etc., il essaye d'envoyer des signaux. Et ce qui est facile pour un ministre de l'Intérieur, parce qu'il n'y a pas d'état profond au ministère de l'Intérieur. Le problème, c'est que derrière tout ça, il faut prendre des mesures. Pour résoudre les problèmes de la sécurité et de l'immigration en France, premièrement, il faut sortir de Schengen, rétablir la frontière, sinon vous pouvez rien faire. Il faut arrêter les flux. Et ensuite, la deuxième chose à faire, c'est alors, par exemple, le narcotrafic, vous pouvez rien faire tant que vous laissez venir la marchandise depuis le port d'Amsterdam. Voilà. Et puis ensuite, il faut instaurer la supériorité de la loi française sur la loi européenne. Et puis, il faut remettre les juges à leur place. Tout ça, c'est des travaux d'Hercule. Et comment un gouvernement aussi faible et aussi divisé pourrait-il ouvrir ce genre de chantier? Je ne vois pas. Moi, je serais lui, je resterais sur mon Aventin. Parce que je pense que la droite, tout ce qu'il en reste, la LR, ils sont maintenant macronisés. Ils sont dans le groupe central. Voilà. Dans le socle commun, on dit maintenant. Oui. Le socle commun élargi même. Oui, il y a un imaginaire sémantique qui est tout à fait florissant pour décrire le vide. Voilà.
On va oublier un peu la politique, enfin on va oublier pas tout à fait parce que tout est lié, oui, ce qu'on décrit depuis le début de l'émission, c'est une crise politique, voire même une crise de régime. Est-ce que cette crise de régime n'est pas surplombée par une forme de crise de civilisation? Et c'est ce que vous décrivez d'une certaine manière dans votre livre, le mémoricide. Alors qu'est-ce que c'est le mémoricide? C'est la destruction de notre histoire, de notre mémoire, de notre culture? Le mémoricide est à une nation ce que le génocide est à un peuple. Le mémoricide, c'est l'ablation de la mémoire commune. Quand une nation tente de survivre avec une mémoire pénitentielle, avec une mémoire atrophiée, c'est-à-dire qu'il laisse en friche la mémoire vivante du dépôt millénaire, et finalement pire, avec une mémoire invertie, c'est-à-dire quand tout un peuple cherche à vivre à l'envers de ce qu'ont vécu nos pères, avec des repères, des filiations, des héritages, des voisinages que nous avons reniés. Et ça donne quoi? Ça donne que, pour les petits Français, le mémoricide, c'est la rupture avec la continuité historique, c'est-à-dire que la mémoire commune, c'est le droit d'un peuple d'aller chercher dans les siècles passés les mélodies manquantes. Un pays, c'est une romance, un pays, c'est un légendaire, un pays, c'est une épopée. Un pays, c'est quand un peuple va chercher ses prosopopées dans ses souvenirs. Et on a vu avec la cérémonie des Jeux, et on voit tous les jours que aujourd'hui, en France, on multiplie les allégories de nos abaissements. Et si je dis ça, c'est parce qu'il y a eu Notre-Dame de Paris. Et on a vu avec la restauration de Notre-Dame de Paris qu'il y avait au cœur du peuple français, au cœur de chaque Français, quelque chose qui vibre comme le bourdon de Notre-Dame, une soif de notre histoire. On vit depuis 2 siècles avec la table rase. C'est la phrase de Robespierre. Quand j'ai vu à quel point l'espèce humaine était dégradée, je me suis convaincu moi-même de la nécessité d'un recommencement absolu de l'humanité. Vous imaginez, Alexandre, un recommencement absolu de l'humanité, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une annonciation de type eschatologique, une nouvelle religion. On a vécu avec ça. Donc la table rase, la tabula rasa. Mirabeau disait, le cadavre que touche la liberté se lève et vit d'une nouvelle vie. Voilà. Et on a tenté de vivre avec une société sans père, sans filiation, sans sacré. Et on est à la fin. Et c'est pourquoi je suis optimiste. Pourquoi? Parce que dans l'histoire de France, en fait, j'ai remarqué une chose, c'est qu'il y a un mot qui revient tout le temps. Tout est perdu. Un soir, Jeanne d'Arc participe à la veillée et son papa dit à ses enfants, après le traité de Troyes, qui était une sorte de traité de Maastricht de l'époque, tout est perdu. Elle entend ça, Jeanne, et elle dit non. Tout n'est pas perdu. Et finalement, un peu plus tard, on dira « tout est sauf ». C'est la phrase de François Ier quand il est fait prisonnier à Pavie. « Tout est perdu, fort l'honneur ». Et dans les rythmes intimes de la France, qui cèdent à toutes les turbulences et qui se relèvent toujours, il y a une sémantique de millénaire du relèvement. Tout est perdu, tout est sauf. Tout est perdu, tout est sauf. C'est pourquoi je suis plein d'espérance, parce qu'il y a en France des ressources humaines puisées dans notre patrimoine vital, qui font que tout n'est pas perdu, tout est sauf. Eh bien, justement, on parlera de Renaissance française dans la dernière partie de cette émission. On se retrouve après une courte pause sur Sud Radio, toujours avec Philippe Devilliers, toujours en toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour en toute vérité sur Sud Radio pour la dernière partie de cette émission avec Philippe Devilliers qui vient nous parler de son nouveau livre Mémoricide, un immense succès de librairie. Est-ce que vous êtes
étonné par ce succès, Philippe de Villiers? Est-ce que c'est parce que le livre rencontre un écho finalement chez le peuple français, vous pensez? Oui, je suis étonné. Et d'ailleurs, je remercie mes lecteurs. Dans le temps, j'avais une circonscription électorale. Et maintenant, j'ai une circonscription lectorale. Et je suis très touché. Hier, je faisais une signature et les gens me parlent. En fait, ils confient dans la lecture de mon livre leur propre malaise sur la situation de la France, et ils viennent y chercher la petite fille Espérance, pour parler comme Peggy. Et donc, c'est vertigineux pour moi, et en même temps, c'est réconfortant, et c'est un signe que les journalistes devraient regarder de près. Parce que ce livre n'a pas été porté par la presse, c'est le moins qu'on puisse dire, en dehors de vous d'ailleurs, dans le Figaro Magazine. Je vous rends hommage. Mais vous avez été le seul, avec CNews, évidemment, le JD News, à faire état du livre. Et avec Sud Radio ce matin, du coup. Et j'ai pas eu un seul article ailleurs dans la presse, la presse mainstream, comme on dit. Voilà. Mais c'est un signe des temps. Alors pourquoi c'est un signe des temps? Parce que je parle de la mémoire pénitentielle, de la mémoire invertie, et aussi de la mémoire salvatrice. C'est-à-dire que tout n'est pas perdu, tout peut renaître. Voilà. Tout peut renaître, mais est-ce que vous diriez que l'ampleur de la crise est inédite? Souvent, la France a été au bord du gouffre. Qu'est-ce qui différencie, par exemple, notre époque de la situation, par exemple, au début de la guerre, quand la France est occupée par l'Allemagne? La situation semble tout de même moins dramatique aujourd'hui. Vous parlez de la guerre. Il y avait une phrase de Gaulle qui disait ceci: à chaque fois que la France a été au bord de l'abîme, elle s'est accrochée à deux moules qui n'ont pas vacillé, le tronçon de l'épée et la pensée française. Or, nous n'avons plus le tronçon de l'épée, nous n'avons plus la pensée française. Et je dis dans mon livre, et je répète, le pronostic vital de la France, et je vous rejoins, est engagé. Pourquoi? C'est ça la grande nouveauté par rapport à la guerre. Le pronostic vital est engagé parce que un peuple qui sous-traite la fabrication de ses enfants à des populations immigrées, un peuple qui n'a plus la force de se reproduire, de reprogrammer la vie, et se condamne lui-même à sortir de l'histoire. Mais pire, par-delà la survie biologique qui n'est plus assurée, puisque dans le Figaro, Pierre Vermerine a dit il n'y a pas longtemps, en 2070, le peuple historique français sera minoritaire chez lui. Par-delà cette survie biologique qui n'est plus assurée, qui devrait être la première tâche et l'obsession de nos gouvernants. Il y a le problème de la survie culturelle. Pierre Chaunu me disait un jour, j'étais vraiment très ami avec lui, on se parlait beaucoup, on s'aimait beaucoup. C'était le plus grand historien français de son temps. Et il disait, vous savez Philippe, quand il y a moins de transmetteurs, eh bien, il y a moins de transmission. Prenons les métiers de Notre-Dame de Paris, par exemple. Si jamais ces métiers meurent, demain on ne pourra plus restaurer une cathédrale. Et c'est la même chose pour le vocabulaire, c'est la même chose pour la langue, c'est la même chose pour l'art de vivre. C'est-à-dire qu'une société se perpétue parce qu'il y a une transmission, et cette transmission ne se fait plus. Et donc, aujourd'hui, à l'école, l'assimilation se fait, mais à l'envers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la peur et l'assimilation à l'envers. La peur, parce que les profs ont peur, donc ils prononcent plus les mots qui feraient aimer la France, et les élèves eux-mêmes se regardent les uns les autres. Regardez ce qui s'est passé à Poitiers. À Poitiers, il y a eu un attentat. Et les trois jeunes qui ont été arrêtés sont trois jeunes Français d'origine immigrée, maghrébine, et ils ont déclaré aux policiers, voilà pourquoi on a voulu faire cet attentat, parce que c'est Poitiers, 732, Charles Martel. Et ils ont expliqué comment
depuis les Pyrénées, depuis la péninsule ibérique, l'armée omeyyade était arrivée jusqu'à Poitiers. Les policiers étaient, paraît-il, effarés. Mais surtout, les étudiants qui sont leurs collègues de la faculté de Poitiers, eux, ils connaissent rien de cette histoire. Et donc, pourquoi ? Parce que depuis des années, des décennies, les jeunes Français sont abreuvés de symboles et de mythes puisés aux sources d'un imaginaire qui n'est plus le nôtre, qui est l'imaginaire américain. Donc on a des petits Américains de France face à des jeunes migrants qui, eux, connaissent très bien notre histoire pour la détruire. Philippe de Villiers, je vous entends et donc je comprends qu'il y a deux urgences, l'urgence démographique, l'urgence aussi de contrôler les flux migratoires pour éviter une forme de subversion, mais une fois qu'on a fait ça, on a déjà effectivement, vous l'avez rappelé, une population qui est mélangée. Donc l'urgence pour résumer peut-être le sujet de votre livre, est-ce que c'est pas l'intégration ou du moins la transmission, l'assimilation ? Alors vous avez raison, la situation est la suivante. La France porte le deuil d'une grandeur défunte. Dans son histoire, elle a connu bien des malheurs. Elle les a toujours surmontés, elle s'est toujours relevée. Pour la première fois de son histoire, elle doit affronter la crainte de disparaître. Pourquoi ? Parce que la terre de France porte aujourd'hui sur son sol deux peuples. Un peuple jeune, les arrivants, un peuple jeune qui arrive avec ses fiertés, avec ses mœurs, avec ses croyances, avec ses coutumes, avec sa manière d'habiter le monde. Et un autre peuple, hagard, vieillissant, qui a perdu la tête, qui a perdu la mémoire, qui ne sait plus d'où il vient, qui a perdu le fil de la mémoire commune, et qui n'ose plus transmettre l'amour de la France, et qui ne sait plus ce que c'est que l'amour de la France. En fait, il y a face à face deux civilisations sur le sol de France, la civilisation arabo-musulmane et la civilisation christiano-occidentale. Or, ces deux civilisations ne sont pas miscibles. Ceux qui disent qu'on va réformer l'islam méprisent l'islam, méprisent cette civilisation. Il ne faut pas mépriser cette civilisation. Il faut être conscient que l'islam n'est pas réformable et que la seule chose qu'on peut faire, et je réponds au cœur de votre question, c'est essayer de franciser ceux qui se présentent comme des Français de désir. Il faut essayer de franciser. Franciser, ça veut dire assimiler au cœur de la France. Franciser, ça veut dire attirer à nous, attirer vers nous ceux qui nous regardent et qui sont prêts à nous aimer. Non pas les attirer dans l'hédonisme et le nihilisme, mais dans l'exaltation commune du patrimoine vital. Merci Philippe de Villiers. L'exaltation de notre patrimoine commun, c'est dans votre livre Mémoricide, qui est pas seulement un livre de constat tragique, mais aussi un livre d'espoir. On le conseille à nos auditeurs pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Je vous laisse avec les informations et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro dans Toute Vérité.